Willkommen, bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo. Tchin tchin. J'espère que cette miniature un peu putaclic vous a fait peur et que vous vous êtes dit non, Floris, pourquoi tu fais un bilan? Tu vas arrêter de faire des vidéos? Non, pas du tout, en fait, vous inquiétez pas, rien de grave, j'avais juste envie de faire la putaclic. Dans cette vidéo, je vais faire un peu le bilan de cette mi-année parce qu'on est au mois de juin, du coup ça fait 6 mois et j'aime bien les chiffres ronds, donc voilà, ce qui s'est passé dans ces 6 mois de ma vie, et aussi un bilan sur la chaîne, parce que au printemps, là, ça a fait 2 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, donc voilà, 2 ans que je suis avec vous. En fait, j'étais persuadé que ça faisait 3 ans, mais ça fait que 2 ans, c'est ouf. Et aussi le bilan du Shiny Spring Challenge, parce que j'étais un peu absent, j'ai pas trop animé le truc, mais pareil, on en parlera plus tard. Dernièrement, j'ai fait plein de vidéos où je parlais beaucoup de mes lectures, enfin j'ai fait même que ça, des points lecture, parce que j'avais pas le temps de faire autre chose. Je suis désolé, en même temps, je remplis ma cigarette électronique, ouais, on est chez Flowfly, hein, c'est à la bonne franquette. Là, ça va être peut-être une vidéo un peu plus chit-chat, où je vais peut-être plus parler de choses et d'autres en général. Si ça ne vous plaît pas, ne regardez pas la vidéo. Si ça vous plaît parce que vous êtes curieux comme moi, continuez la vidéo. Qu'est-ce qui a changé déjà, là, au bout de 2 ans sur YouTube par rapport à moi, le fait cette année que Flowfly est devenu une auto-entreprise. J'ai pas eu le choix que d'ouvrir mon auto-entreprise parce que, tout simplement, je touche de l'argent grâce à vous, grâce à YouTube, grâce aux publicités. Alors, ne vous faites pas des films, c'est minime, je touche 100 € à peu près tous les 2-3 mois. En gros, il y a un certain palier d'argent à atteindre sur YouTube pour pouvoir récupérer l'argent dû aux publicités, enfin qui est généré par rapport aux publicités. Moi je l'ai mis à 100 € et en gros il faut que j'attende à peu près 3 mois pour toucher ces 100 €. Même là un peu plus parce que je crois que le dernier virement que j'ai touché ça devait être en janvier. Non, même pas en décembre, parce que je ne l'ai pas déclaré sur janvier, parce que voilà, j'ai ouvert mon auto-entreprise au 1er janvier 2023, donc je dois déclarer tous les 3 mois mes revenus, et janvier, février, mars, j'ai déclaré 0 €, donc là, avril, mai, juin, je vais peut-être déclarer de l'argent, parce que je vous dis, j'ai touché mon argent de YouTube en décembre, et depuis là, j'ai rien retouché. En fait, je vérifie pas, je regarde pas, YouTube, je le fais pas pour en vivre, si je gagne de l'argent, c'est toujours du beurre dans les épinards, et c'est tant mieux. Si un jour peut-être je gagne plus d'argent, je m'y intéresserai un peu plus, mais actuellement c'est trop minime dans ma vie pour que j'y consacre trop de temps et trop d'énergie et que je compte sur l'argent dessus. Donc voilà, avant c'était très simple, on allait sur un site, ça te disait voilà, de telle semaine à telle semaine, tel mois à tel mois, tu as gagné tant d'argent, et dans ta cagnotte tu as tant de revenus. Là maintenant il faut passer sur un autre site auquel je ne comprends pas grand chose. Donc vu que le virement se fait automatiquement dès l'instant que j'ai atteint le palier des 100 €, quand j'aurai les 100 balles, je le verrai sur mon compte. La deuxième raison pour laquelle j'ai ouvert l'auto-entreprise Flowfly, c'est parce que vous l'avez vu, il y a quelques mois de ça, 2 mois je crois, j'ai fait des vidéos en partenariat avec Nextory, et pour que Nextory me rémunère à l'aide d'une facture, il fallait que je sois une auto-entreprise. Donc comme c'était déjà dans les tuyaux pour moi, hein, je gagnais déjà de l'argent avec YouTube et il fallait que je déclare cet argent parce qu'il faut déclarer cet argent au fisc. Il est imposable. J'avais déjà fait pas mal de démarches pour l'auto-entreprise, donc en fait j'ai juste eu à valider le dossier qui était déjà en cours auprès de la préfecture. Donc voilà, compte Nextory, je suis un peu dans les choux, j'ai totalement chié dans la colle, il y avait un contrat, je devais faire un certain nombre de vidéos sur une certaine période que je n'ai pas respecté, parce que j'ai eu beaucoup de soucis, vous voyez, là beaucoup de soucis. Ça fait 2 mois, j'ai dû publier 2 ou 3 vidéos. C'était pas la folie niveau rythme de lecture pendant un temps, et j'ai eu plein d'autres choses à m'occuper, donc en fait j'ai un peu mis de côté ce partenariat professionnel, ce qui est un peu con de ma part, parce que c'est la première fois qu'on me propose d'être rémunéré, et j'ai un peu chié dans la colle. Mais bon, comme je vous l'ai dit, en fait YouTube c'est tellement minime dans ma vie, et c'est pas ça qui me fait vivre. Si j'ai des choix à faire, c'est YouTube malheureusement, et vous, mais ça m'attriste, mais je suis quand même plus présent sur Instagram en story, mais c'est YouTube qui next en premier dans ma vie, parce que voilà, j'ai envie de garder une bonne santé mentale. Comme je vous l'ai dit en décembre, quand j'ai fait le bilan de l'année 2022, j'ai fait un burn-out professionnel, une petite dépression il y a un an et demi, donc j'ai été traité, je ne prends plus de cachet, je suis soigné. Mais je ne voudrais pas me remettre une pression supplémentaire, surtout pour YouTube qui n'est pas mon revenu principal en fait, tout simplement. Donc voilà, Flowfly est devenu une auto-entreprise, mais ça ne change strictement rien parce que je vous dis, je ne gagne pas énormément d'argent. La chaîne a passé les 3000 abonnés, ça c'est complètement ouf en 2 ans, franchement j'y pensais pas, hein. Genre quand j'ai ouvert il suffit d'aller voir les vidéos, la gueule que j'ai, mon petit côté un peu tout tristouné, limite timide là dans mes premières vidéos, je ne m'attendais pas qu'un jour, en si peu de temps, parce que pour moi c'est très peu, j'ai l'impression d'avoir
J'ai l'impression qu'avoir 3000 abonnés en 2 ans, c'est énorme, ça me paraît des chiffres monumentaux. Et j'en suis très content, je pensais pas. Donc encore une fois, ça, merci à vous tous, merci pour les partages, merci pour les commentaires, merci pour les likes. Voilà. C'est vous et moi. Je dis pas c'est que grâce à vous, parce que moi aussi j'ai été très investi, surtout au début de la chaîne, pendant aussi mon arrêt maladie où j'avais plus de temps et que ça me permettait de m'évader. J'ai été très investi à un moment de la chaîne ça paye en fait, tout simplement. J'ai un capital sympathie qui est aussi assez énorme, vous voyez, je suis quand même très drôle, très sympa et plutôt beau gosse, j'ai envie de dire. Donc c'est normal que j'ai 3000 abonnés. Par rapport à la chaîne, qu'est-ce qui a changé en 2 ans? Pas grand chose, à part, je vous dis, le rythme des vidéos. Peut-être moi, un rapport à la lecture qui a un peu changé. Au tout début de la chaîne, j'accumulais beaucoup de livres. Maintenant, c'est plus du tout le cas. J'ai ce chariot qui contient à peu près 90 livres, je crois. J'ai refait un tri il y a pas longtemps, donc peut-être même un peu moins que 90 livres. Et je pioche là-dedans, j'achète de façon beaucoup plus raisonnée. Ça, pareil, je vous l'avais dit, c'était un de mes objectifs de 2023. Pour l'instant, je m'y tiens. C'est vrai que je consomme beaucoup moins de livres. Enfin, j'achète beaucoup moins de livres. Je retourne en librairie. Non, pas en librairie, c'est un lapsus. Je retourne en bibliothèque pour emprunter notamment des graphiques. Je me suis remis à la lecture graphique. J'ai une consommation plus raisonnée et peut-être un point de vue un peu plus distant par rapport à Booktube et à YouTube en général et à l'influence, à la création de contenu. Là où au début j'avais peut-être envie de faire beaucoup et très bien faire, et ça a été peut-être mon erreur avec le Shiny Spring Challenge d'ailleurs. Là je sens que depuis 2-3 mois que... Alors je crache pas dans la soupe et je suis toujours très très content de faire des vidéos et je pense que je le serai toujours. Et ça me manque quand j'ai pas le temps d'en faire, mais... voilà, j'ai aussi ma vie sociale, j'ai des amis qui me sont très chers, j'ai des proches qui me sont chers, et voilà, faut pas que j'oublie, faut vraiment doser, faut que j'arrive à doser, et je pense que j'arrive à le faire maintenant. Peut-être que j'ai un peu trop délaissé YouTube, et d'ailleurs ça me manque, c'est pour ça que là je fais cette vidéo aussi, bilan aujourd'hui, parce que j'ai envie de mettre un peu des choses au clair en plus de faire une vidéo. Et de rien vous promettre, mais de vous dire que je vais essayer d'être un peu plus présent, parce que j'en ai envie. Après aussi, je sais que là c'est le printemps, l'été, je sors beaucoup, je vais boire des bières, je vais voir des spectacles, je vais voir des concerts, parce que c'est le retour des festivals, des concerts en plein air, de la musique live. Donc fatalement, je serai moins présent quand même parce que, voilà, l'été, je sors. Franchement, c'est 2 ans de joie, hein. Pour moi, il n'y a pas eu d'accrochage, de drama ou quoi que ce soit. C'est tout ce qui s'est passé ou ce qui a pu se passer, c'était minime à tel point que je pense que vous n'en avez jamais entendu parler. Je suis un peu une gueule à merde, un peu une fouille merde, j'aime bien le drama et donc ça m'arrive de me mêler des fois de choses qui ne me regardent pas, mais en général, ça ne s'ébruite pas trop, donc bon. J'ai de la chance pour l'instant. Sinon, sur ces 6 mois de lecture, on va faire un peu le bilan de lecture, on va parler lecture. Non, bilan de ma vie, voilà, oui, c'est pour ça. Pourquoi j'ai pas de temps? Parce que j'ai un boulot qui est très prenant. Comme vous le savez, ça fait 1 an maintenant que j'ai changé de boulot, que je travaille dans le social. Je suis directeur adjoint d'un centre social. Donc un centre social, en gros, ça va de la crèche jusqu'au senior. Je travaille dans un lieu où il y a une crèche avec un agrément de 20 enfants, un centre aéré les mercredis et pendant les vacances scolaires avec qui peuvent monter jusqu'à 115 enfants à peu près, 130 même. Donc beaucoup d'animateurs, d'animation, plein d'activités socio-culturelles comme dans une AMJC, de la danse, du hip-hop, c'est de la danse, le hip-hop fleurisse, de la peinture, du dessin, de la gym, de la zumba, enfin voilà, tout ce qui se passe dans ces centres sociaux. Et un gros club senior qui en plus est sous ma responsabilité, donc qui me prend pas mal de temps à gérer. Et en plus de ça, beaucoup de travail administratif. Donc en gros, c'est un boulot dans lequel je m'éclate, j'adore, je vais au boulot tous les matins avec le sourire, je suis trop content parce que chaque journée est différente, je sais que je vais être occupé tout le temps, que je vais aussi avoir des temps pour moi dans mon bureau calme. Vraiment voilà, j'ai pas une journée qui se ressemble, je rencontre beaucoup de gens, des partenaires, des associations, des scènes de spectacle, des compagnies de musique, des compagnies de théâtre, des compagnies de cirque, des partenaires institutionnels. J'ai une variété je suis un vrai couteau suisse en fait dans mon boulot. Et ça m'éclate de toucher un peu à tout, de faire plein de choses différentes et de savoir que j'aurais pas une journée pareille. C'est vraiment ce dont j'avais besoin après ma dépression, vraiment ce dont j'avais besoin aussi dans ma vie professionnelle. En fait, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été là en moi et que j'ai voulu cacher parce qu'il faut faire des études qui comptent. Donc j'ai fait des études de langue, puis des études de commerce international. J'ai voulu travailler dans des grosses boîtes, dans des gros groupes pour avoir une bonne place, avoir un bon salaire, et en fait, voilà, je travaille dans le social, je gagne autant que quand j'étais dans un grand groupe, et j'ai 10 fois moins de pression,
tout en ayant un confort de vie 10 fois plus grand. Donc voilà. Donc dans ma vie, je suis très heureux, très heureux. Je sais quand en commentaire ou des fois en message, plus souvent en message, il y a pas mal de garçons qui me posent des questions sur ma vie amoureuse, qui sont même parfois très intrusifs aussi, j'ai envie de dire. Alors déjà, que ce soit Instagram ou YouTube, les gars, ce n'est pas un réseau social pour faire des rencontres amoureuses. Je ne pense pas trouver l'amour derrière un pseudo dont je ne vois même pas la tête en commentaire ou parfois en message privé sur Instagram. Je ne tomberai pas amoureux non plus de vos parties génitales envoyées par photo non sollicitée sur mon compte Instagram. Donc calmez-vous, buvez de l'eau, ça va passer. Ma vie amoureuse se porte très bien. Je suis un célibataire épanoui et convaincu. Votre petit oiseau ne m'intéresse pas dans mes photos, donc bon, juste comme ça, au passage. Je parle de ma vie, je m'expose, je suis assez ouvert sur ma vie, donc du coup certaines personnes se sentent un peu tout permis parfois par message. Je tiens juste à remettre les choses au clair. Sinon, pour ces 6 premiers mois de l'année 2023, je me plains de ne pas lire, et en fait quand j'ouvre mon Goodreads, je vois que j'ai déjà lu 81 livres depuis le 1er janvier, ce qui est, ma foi, plutôt très correct. Enfin, très correct. Il n'y a pas de niveau, mais vous voyez, en fait, j'ai pas l'impression de lire autant. C'est ça qui... Mais en fait, je pense que ça fait partie aussi de mes 2 ans sur YouTube, où j'ai vraiment pris une grosse routine de lecture, où je lis 1 à 2 heures le matin, parfois 1 heure le midi, et il m'arrive encore maintenant de plus en plus à arriver à lire le soir, surtout l'été, parce qu'il fait jour longtemps, et en fait, je déteste lire avec la lumière artificielle. Donc l'été, j'arrive à lire sans m'endormir à la lumière du jour, le soir, et le printemps aussi du coup, enfin bref. Cette rigueur dans la lecture qui est une rigueur mais totalement voulue, hein, genre je dis pas je m'impose ces temps de lecture, c'est que je prends de plus en plus plaisir à lire, encore maintenant à 27 ans. C'est ce qui est fou parce que, bah voilà, on apprend toute sa vie. Désolé, je bois une petite gorgée de ricoré parce que là elle me fait de l'œil, enfin de chicorée. En fait je tiens un espèce de, je viens de postillonner, de tableau, vous voyez, où genre chaque mois je note ma lecture préférée et après je fais des duels et pour arriver à la fin de l'année sur ma meilleure lecture de l'année. À savoir que en janvier, ma lecture préférée ce fut Mungo, évidemment, Mungo, qui est cette histoire qui se passe dans l'Écosse post-Thatcher, milieu industriel, très pauvre, enfin voilà, avec ces 2 jeunes garçons homosexuels dont un est catholique et l'autre protestant qui se rencontrent, tombent amoureux. C'était dévastateur. J'ai adoré. Et ma meilleure lecture du mois de février, c'était Si Beale Street pouvait parler, écrit par James Baldwin, qui est à mon avis un des textes les plus puissants sur l'amour que j'ai lu, un très beau livre d'amour, et sur le racisme évidemment aussi. C'était vraiment chouette, mais c'est Mungo qui est cher dans mon cœur parce que ce sont des petits homosexuels et que je suis un lecteur homosexuel qui ne lit que des livres homosexuels. Mois de mars, Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. J'ai adoré cette lecture qui est un espèce de pamphlet politico science-fictionno-politique, post-apocalyptique. On est dans une société très contrôlée, avec des femmes qui vivent à la marge et qui essayent de se rebeller. C'était très bien écrit, assez poétique, assez engagé. C'est tout ce que j'aime, le fond, la forme, tout y est. Donc excellente lecture, qui malheureusement ne rivalisera pas avec ma lecture du mois d'avril, qui fut Les Misérables. Vraiment, c'était ma découverte du mois d'avril, Victor Hugo et Les Misérables. C'était la lecture dont je ne pensais pas aller au bout, la lecture que j'étais persuadé d'abandonner avant même la fin des 1000 premières pages, et qui pourtant m'a emballé par son romanesque, par ses descriptions parfois si chiantes, mais parfois tellement entraînantes, par le personnage de Jean Valjean, qui est genre, je pense, le personnage. Genre, maintenant, dans ma vie, je pense qu'il y aura Cyrano de Bergerac et Jean Valjean juste en dessous, parce que en fait, c'est le tout début des Misérables qui m'a extrêmement touché, mais c'est la conversion de Jean Valjean avec l'évêque, donc Bishop, je sais plus, Monseigneur Bienvenu, je crois. Bishop, c'est son nom enfin, ça veut dire évêque en anglais, et c'est comme ça qu'il est nommé dans les films et la comédie musicale, mais c'est Monseigneur Bienvenu dans le roman. Leur rencontre au tout début du texte, quand Valjean fuit le bagne et qu'il est voilà, sur les routes et qu'il arrive chez l'évêque, qu'il y a le dialogue entre eux deux, je crois que c'est un passage qui m'a marqué
énormément, parce que probablement aussi j'ai un passé avec la religion, je suis issu d'une famille religieuse et pratiquante, et j'étais moi-même très pratiquant pendant un temps. Mais au-delà de ça, au-delà de la religion, c'est quand même un très beau texte, très bien écrit. Et ça, c'est juste, je pense, dans les peut-être 200 premières pages du roman, qui en compte 2000. Donc, tout le reste, tous les personnages, Cosette, Marius, Jean Valjean, Éponine. Éponine, c'est vraiment l'amour désespéré à son plus haut point, quoi. L'abandon de soi, la négation de soi, quand on sait que tout est voué à l'échec et qu'elle continue, qu'elle persiste, c'est tristement beau, quoi. Bref, Les Misérables, c'est du high level. Juin, je ne sais pas encore, parce qu'on n'est que le 10 juin quand je tourne cette vidéo, donc je ne peux pas vous dire quelle sera ma meilleure lecture du mois de juin. Mais pour le mois de mai, c'était Mr. Loverman, qui est cette histoire d'amour homosexuel entre deux personnes âgées, qui était si belle et si touchante, et qui aborde un tas d'autres sujets, comme la dépression postpartum, comme l'homophobie internalisée, provenant de personnes homosexuelles, comme le poids de la culture antillaise. Oui, c'est ça, la culture antillaise sur la construction identitaire des jeunes garçons et des hommes en général. Ça regroupe tellement de choses avec un fond, encore une fois. Voilà, en fait, moi, je me rends compte que si l'écriture ne suit pas, le texte a beau être très bien et le propos, l'intrigue a beau être très très bien. Si c'est plat, maintenant, ça ne me plaît plus. J'ai envie d'être un peu snob, voilà, il me faut une plume, il me faut quelque chose, il me faut un style. Et dans tous ces bouquins, Les Misérables, Viendra le temps du feu, Mr. Loverman, Mungo un peu moins, bizarrement d'ailleurs, je pense que c'est celui qui est le moins écrit de tous ces romans. Et pourtant, probablement celui qui m'a le plus plu, donc ça vient contrecarrer tout ce que je viens de dire en fait à l'instant. Mais non, après c'est quand même très bien écrit, c'est juste que c'est beaucoup plus froid et un peu plus factuel, un peu plus roman que romance. Voilà, en gros. Mes lectures de ce début d'année qui m'ont marqué, ces 5 premières lectures. Il y en a eu d'autres, évidemment, que je n'ai pas là sous la main. Si, peut-être? Non. Si. Très récemment, d'ailleurs, donc peut-être qu'elle sera dans ma meilleure lecture du mois de juin. J'ai lu ce livre qui s'appelle PD, qui est un collectif qui a publié ça chez Point dans la collection féministe. C'est un peu une bourde éditoriale, je pense que ce soit dans la collection féministe, ou en tout cas... je sais pas, je suis un peu partagé par rapport à ça, mais bref. Ce sont 8 personnes homosexuelles, 8 auteuristes, parce qu'il y a une... Non, c'est un homme trans, donc 8 auteurs. Oui, 8 auteurs, qui racontent leur rapport à l'homosexualité, et sur la déstigmatisation, la réappropriation des insultes, notamment l'insulte PD. Et c'était excellent, j'ai chialé sur un des textes, il y a 8 textes au total, il y en a un qui m'a fait chialer à tel point que j'ai écrit à l'auteur tout de suite sur Instagram pour lui dire que c'était un génie et que le texte qu'il avait écrit était magnifique et que je le remerciais, que je le saluais. Et il parle d'un membre de sa famille dans ce texte, et donc du coup j'ai dit tu pourras envoyer tout mon amour à ton cousin parce que voilà. Sinon, magnifique. J'ai repris goût au classique, notamment grâce aux joueurs de Dostoïevski, à Jane Eyre l'année dernière, Les Misérables de Victor Hugo, et là je suis en train de lire Anna Karénine de Tolstoï, donc je reprends un goût pour la lecture de livres classiques qui est délicieux. Vraiment, je prends un plaisir monstre. En plus, on est plusieurs sur mon Discord à faire ces lectures communes ensemble. Enfin, vraiment, on est là maintenant 2, 3, 4 à avoir fait les mêmes lectures communes, et même ceux qui les font pas participent. Donc en fait, il y a un petit groupe qui se constitue, c'est vraiment chouette parce que ça permet d'aborder ça de façon sereine et détendue. C'est exactement le but d'ailleurs de ces cabinets de lecture dans lesquels j'ai mis ces gros bouquins un peu monstrueux, ces gros classiques, parce que on le dédiabolise totalement. Que ma pile à lire a pas mal diminué, moins que ce que je l'espérais, parce que j'ai quand même reçu des cadeaux, j'ai reçu quelques services de presse. Ah oui, si, tenez, on peut parler de services de presse. Comme ça, je le fais là, parce que j'ai fait quelques stories ce matin sur Instagram. Il y a tout un débat actuellement sur Instagram sur les services de presse. Alors je vous préviens, c'est pas grave. Il y a rien, c'est rien, c'est... que chi. J'ai pris parole parce que j'en avais un peu ras le cul de voir les prises de position de certaines personnes, mais c'est pas non plus l'affaire du siècle. Je resitue un peu le truc parce que d'ailleurs j'ai fait des stories et plein de personnes ne comprennent pas parce qu'on est beaucoup
Enfin, on est plusieurs Instagrammeurs à avoir pris la parole là-dessus dernièrement, et des gens ne savent pas d'où ça vient. Donc en gros, le compte Livraison de mots, tenu par François Kuhn, qui est un bookstagrammeur belge, je crois qu'il se dit influenceur littéraire d'ailleurs, je crois que c'est son métier, je ne sais pas, je pense qu'il en vit actuellement. Il n'y a pas vraiment de... Non, il se définit pas spécialement. Enfin bref, je crois qu'il en vit, il a un compte Instagram, et il a fait un post sur Instagram pour dénoncer des maisons d'édition qui demandaient des retours de lecture dans un certain temps imparti, en fait, que dès l'instant qu'ils envoyaient un livre en service de presse, ils voudraient, là en l'occurrence, que le délai soit de 2 ou 3 mois, je crois, après la réception du livre, pour poster une chronique. Dans les 3 mois suivant l'apparition, qu'il faut identifier la maison d'édition sur les stories, les posts Instagram, et envoyer les liens d'éventuelles autres mises en ligne, sans que j'aille à les réclamer à chaque fois. C'est vrai que le ton de la personne dans le mail était un peu maîtresse d'école, genre il faut faire ci, il faut faire ça, il faut m'identifier, il faut me l'envoyer, il faut machin. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des maisons d'édition qui peuvent abuser, dans le sens où elles demandent toujours plus. Après, d'un autre côté, je me dis, Bookstagram a tellement explosé. Je me rappelle, moi, il y a peut-être, je sais pas, 6, 7, 8 ans de ça, quand je suivais quelques bookstagrammeurs, c'était que il n'y avait pas grand monde, quelques grands noms qui étaient présents, et même des comptes dédiés uniquement à la littérature, il y en avait très peu. Depuis, je pense que moi, à peu près, je suis arrivé pendant l'explosion, peut-être ça avait commencé un peu avant, il y a, allez, on va dire 3-4 ans, ouais, ça doit être ça. Les comptes Instagram ont explosé. Il y a beaucoup de comptes qui ont des nombres d'abonnés assez conséquents, ou non d'ailleurs, qui ont reçu, ou qui reçoivent encore, des livres en service de presse, c'est-à-dire des livres à titre gratuit envoyés par les maisons d'édition. Voilà, point. En fait, c'est ça, un service de presse, c'est un livre gratuit envoyé par la maison d'édition à une personne. À la base, c'est envoyé aux libraires pour qu'ils puissent lire les livres avant leur sortie, aux journalistes, pour qu'ils puissent écrire des articles, des chroniques. Sauf que ça s'est étendu au monde d'Instagram. Je pense qu'il y a eu un moment où ça a pris beaucoup d'ampleur, où beaucoup de gens ont demandé des services de presse. C'est vrai que moi j'en ai reçu très très tôt aussi. Genre le tout premier que j'ai demandé, ça s'appelait L'Homme battu. C'était publié au Cherche Midi, c'est toujours d'ailleurs publié au Cherche Midi. Et je l'ai reçu alors que j'avais, je crois, je sais pas, à peine 500 abonnés ici et sur Instagram. Non, sur Instagram, j'avais déjà un peu plus, mais sur YouTube, j'avais que, je pense, 500 abonnés, peut-être 1000 abonnés sur Instagram. Beaucoup de gens ont pris le pli de demander des services de presse. Il y a eu aussi des programmes de partenariat où, en fait, ou même simplement, les maisons d'édition ont commencé à envoyer des catalogues aux bookstagrammeurs, aux booktubers, pour que on puisse dire, bah voilà, moi, le mois prochain, j'aimerais bien recevoir tel livre ou tel ou tel. C'est un peu dépassé, je pense, les maisons d'édition qui se sont retrouvées à envoyer beaucoup de livres à titre gratuit et qui parfois n'ont pas eu les retours escomptés sur les livres. Et donc c'est pour ça que je veux pas me faire l'avocat du diable en disant les pauvres maisons d'édition, parce que elles en jouent aussi. Ça, je pense, en fait, je n'ai pas trouvé de statistiques, j'ai déjà cherché plusieurs fois, je ne sais pas si ça a déjà été fait, le nombre de ventes qui se font grâce à des retours d'influence sur Instagram ou sur YouTube. Mais elles doivent forcément gagner de l'argent, sinon elles ne le feraient pas. Elles doivent forcément avoir un retour sur investissement par l'envoi de ces livres. Certaines personnes se sont professionnalisées. Comme je vous le dis, moi-même maintenant, j'ai une auto-entreprise au nom de la chaîne YouTube et du compte Instagram. Et par cette professionnalisation, par exemple François, lui, je crois qu'il en vit actuellement, livraison de mots, il peut demander à ce titre d'être rémunéré sur ses retours de lecture. Moi, j'ai un sentiment ambivalent à ce sujet, parce que mais en fait, c'est aussi le travail des libraires. Et on a peut-être tendance à les oublier. Les libraires font des études, sont formés, sont qualifiés pour faire des retours de lecture aux clients. Et moi, pour ma part, j'ai un peu ce sentiment d'imposteur de... Oui, certes, peut-être je sais mieux prendre une photo que certains libraires, je sais peut-être mieux mettre en valeur le livre d'une façon un peu rigolote, qui se vend un peu... Enfin voilà, de la communication, du marketing autour d'un bouquin. Mais je ne me sens pas, en tout cas, d'avoir autant de compétences qu'un libraire pour promouvoir la lecture d'un livre, pour promouvoir la lecture en général. Donc sur ce truc de chronique rémunérée, je suis un peu voilà, j'ai un
un sentiment, une dissonance cognitive, je crois que c'est comme ça qu'on dit. D'un côté, je suis bourre, et d'un côté, ça me fait me poser des questions. Et aussi, ce qui me fait poser des questions, c'est les influenceurs qui peuvent, j'aime pas le mot influenceur, mais les chroniqueurs, créateurs de contenu, qui peuvent en abuser. Moi, je sollicite. En fait, moi, par exemple, je ne reçois aucun envoi service de presse non sollicité. Je crois que c'est arrivé 2-3 fois avec les éditions de l'Aube, mais c'est parce que j'entretiens une relation plutôt bonne avec l'attaché de presse des éditions de l'Aube qui connaît mes goûts et qui sait ce qui peut me plaire ou pas. Et vu que je ne peux pas voir toutes les sorties, et bah des fois elle m'envoie des bouquins. C'est arrivé 2 fois. Voilà, 2 fois en 2 ans. Bon après ça fait que 1 an je pense que je suis en relation avec les éditions de l'Aube, mais 2 fois en 2 ans, donc c'est pas énorme. Je ne reçois pas de service de presse non sollicité, donc je ne me pose pas la question. Je pense que si j'en recevrais, je ne me forcerais pas à faire un retour de lecture, c'est sûr et certain. C'est pas de moi que ça vient, donc je ne ferai pas forcément de retour de lecture. Là où, par contre, je ne suis pas d'accord, c'est que si la sollicitation vient de toi, que ce soit sur un titre en particulier ou en réponse à un catalogue envoyé par mail où tu vois, il y a X sorties, bah toi t'en demandes 3 ou 4 pour le mois prochain. Si cette demande, quelle qu'elle soit, vient de moi, mais moi c'est parce que j'ai une petite, peut-être trop d'éthique ou trop de... voilà, je sais pas, je m'engage à lire ce service de presse dans le mois qui vient. Tout simplement, parce qu'en général, on reçoit le bouquin peut-être 1 à 2 semaines avant sa parution. Donc je me dis, une fois qu'il est paru, 1 mois, on peut toujours le trouver facilement. Et donc voilà, je lis. Et en fait, je pense que c'est quelque chose d'assez normal. Peut-être pas forcément dans le mois qui suit, parce que tout le monde n'a pas le rythme de lecture que j'ai. Et pour le coup, la maison d'édition l'a demandé dans les 2 à 3 mois après la parution. Donc ils sont quand même assez larges. Je veux dire, quand on lit 5, 6, même à partir de 5 livres par mois, ça fait 15 livres sur 3 mois, on peut caler ce service de presse dans les 15 livres. Voilà. Après, j'ai trouvé aussi que le post était très démagogue, dans le sens où on crache sur la maison d'édition parce que c'est facile, mais faut pas oublier que la plupart des créateurs de contenu, en tout cas ceux qui ont un grand nombre d'abonnés, je pense que c'est aussi grâce aux partenariats et aux services de presse qui ont été envoyés, parce que un service de presse c'est double contenu. Genre quand on reçoit le bouquin, c'est très facile d'en faire un book haul ou une story un peu jolie en mode regardez ce que j'ai reçu, blablabla. Donc ça nous sert tout autant que ça sert la maison d'édition. Je veux dire, si on n'avait pas de livre à présenter, on pourrait pas créer du contenu littéraire. Donc faut pas cracher dans la soupe à ce titre-là. Et le second contenu vient après la lecture du livre, où ça nous permet de faire une vidéo retour où on parle d'un bouquin. Donc le côté démagogue en mode ouh boubou, les maisons d'édition elles nous demandent toujours plus de choses mais elles veulent pas nous payer. Ouais, mais attention, dans une certaine mesure quoi. Et ce qui me gêne, c'est que certains créateurs de contenu abusent. On a vu parfois, et on voit toujours parfois, des ouvertures de colis et de services de presse dans chaque vidéo postée ou dans chaque vlog posté. J'ai reçu ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. Ça monte à 10, 15, 20 livres. Et oui, alors ces personnes disent toujours « mais oui, mais ça plaît, les gens sont contents de voir les nouvelles sorties, si je le fais pas, ils sont pas au courant. » Alors non, cocotte, redescends. Si tu le fais pas, il y a toujours Internet, il y a toujours les comptes Instagram des maisons d'édition, il y a des milliers de moyens de voir les sorties littéraires. Surtout si on est fan que d'un genre en particulier, bah voilà, c'est facile de faire de la veille sur ce genre ou... Oui, de la veille stratégique, quoi. Enfin, je parle comme un économiste, mais de se guetter les sorties. Je sais plus où je veux en venir, je sais plus tout ça, où ça vient, mais il y a un abus du côté des maisons d'édition, il y a un abus du côté des créateurs de contenu, et il faut savoir raison garder, faire la balance entre les deux, et surtout, ne pas pleurer sur... En fait, c'est ça qui me gêne, c'est le côté un peu ouin-ouin, genre, je suis un pauvre... bookstagrammeur à qui on demande des comptes alors que je fais mon travail très bien, enfin voilà, donc bon, c'est pas très grave, en fait chacun voit midi à sa porte, tant que t'es capable de te regarder dans ta glace le lendemain matin, bah grand bien te fasse, tu fais ce que tu veux, que tu reçoives 15 ou 50 SP ou un seul ou 0, voilà, mais ne te plains pas. Juste mets-le en sourdine et puis voilà. Donc ma position sur la SP, moi elle est claire depuis le début, je vous le dis tout le temps. Quand c'est un service de presse, que je vous le présente sur Instagram en photo ou sur YouTube en retour de lecture, je le dis toujours. En général, je pense que je suis pas trop mauvais dans les délais. Le seul truc que je ne fais pas, c'est vrai, c'est de renvoyer mes chroniques
mes chroniques vidéo surtout, aux maisons d'édition. Dès l'instant que je poste une photo Instagram, j'identifie la maison d'édition, mais pareil, elle peut facilement passer à côté, parce que même moi, à mon échelle, je passe à côté de certains messages ou commentaires parfois, mais je vais prendre le pli maintenant. Ça, je me le suis dit parce que en fait, c'est un bon outil. La maison d'édition en question, enfin le mec dans le mail de François disait que, ou c'était quelqu'un d'autre, je sais plus, une maison d'édition allait mettre en place un espèce de formulaire qu'ils enverraient tous les mois aux gens avec qui ils sont en partenariat, où il suffirait juste de mettre son nom de compte et envoyer et mettre les liens des chroniques. Et je trouve que ça, c'est un très bon moyen pour les maisons d'édition, sans que ce soit trop engageant ni pour l'un pour l'autre. Tous les mois, on sait que voilà, on va recevoir un espèce de compte rendu. J'ai fait ça. J'ai lu tel livre de chez vous, j'ai publié telle vidéo et j'ai fait telle photo. T'envoies 2 liens, ça prend 30 secondes et c'est vachement pratique. C'est juste que moi, je prends pas forcément le temps de le faire. Mais comme je vous le dis, je reçois pas non plus des myriades de SP. Je dois en avoir peut-être 2 ou 3 par mois et encore. Ça dépend des mois. Là, par exemple, je suis en partenariat avec Albin Michel. Ça fait 2 mois, je crois, que rien ne m'intéresse dans leur catalogue. Donc, en fait, j'ai juste pas sollicité Albin Michel. Oui, je pourrais leur demander des bouquins qui se vendent parce que il y a eu... Je sais plus, il y a eu 2-3 grands noms là qui sont sortis dernièrement chez Albin Michel. Enfin, Albin Michel, c'est quand même des livres assez grand public avec des grands auteurs dedans qui sont très connus. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui marche, je peux le recevoir, vous le montrer en story, faire une photo ou quoi. Je pourrais facilement gagner en visibilité et en abonnés grâce à ça, mais non, ça m'intéresse pas. Donc je n'ai pas demandé ça. Oui, je voulais parler du Shiny Spring Challenge. Donc en fait, je vais pas faire un bilan où je vous parle de mes lectures, parce que toutes les lectures que j'ai fait dans le cadre du Shiny Spring Challenge, j'en ai parlé déjà en point lecture précédemment. Je suis juste un peu désolé par rapport à toutes les personnes qui ont participé, parce que j'ai lancé ce truc sur la période où j'étais le moins présent sur YouTube. J'ai lancé ce challenge dans les 3 mois où j'ai eu le plus de boulot, où je n'ai pas pu animer comme je voulais. Et en fait, je sais pas si je le réitérerai l'année prochaine, ou alors si je le fais, ça sera vraiment en mode, voilà, je vous propose des catégories, mais je ne sais pas si je suis en capacité d'animer un challenge comme ça, dans le sens où, je vais pas dire que ça m'a pas intéressé, mais presque. J'avais pas spécialement envie de créer du contenu uniquement pour le Shiny Spring Challenge, alors qu'au début ça m'avait paru être une excellente idée quand je l'ai fait, et c'est pour ça que j'étais très enjoué quand je vous ai proposé les catégories et ma pile à lire. Et en fait, passé ça, j'étais plus spécialement emballé pour créer un contenu estampillé Shiny Spring Challenge, quelque chose en rapport avec ça. Et donc je suis désolé si certaines personnes s'attendaient à ce que j'anime beaucoup plus le truc, ou à ce qu'il y ait beaucoup plus d'interaction. Ça a été très chouette au tout début parce qu'on a vu, j'ai vu moi avec plaisir toutes les piles à lire fleurir, et ça m'a beaucoup plu de voir tout ça. Mais voilà, une fois l'euphorie de la pile à lire passée, j'avais plus vraiment envie. Donc au moins je sais, parce que je l'ai fait maintenant, ça m'a plu de le faire. Et je vous dis peut-être que l'année prochaine je vous proposerai des catégories où ça sera sympa, on fera des piles à lire, mais il faudra pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'animation. Donc à voir. À voir quelle forme ça pourrait reprendre l'année prochaine, car ça reste toujours une de mes saisons préférées, le printemps. Et peut-être que j'aurai le plus de temps, où je le travaillerai peut-être un peu plus en amont, parce que là c'est vrai que je m'y suis pris au dernier moment aussi cette année, genre je vous ai proposé ça le 1er mars, avril-mai, le 1er mars, et je pense que ça a été bouclé le 29 mars, non peut-être j'exagère un peu plus, parce que j'ai montré ça à Cornelius et Camelot Magicadou avant, pour être sûr que ce soit pas trop nul, mais peut-être une semaine ou 10 jours avant le challenge, donc voilà. Mais je voulais surtout vous remercier toutes et tous pour votre participation, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Vous avez été quand même nombreux et nombreuses à participer et à partager sur vos lectures, donc c'était archi chouette. Grâce à ça, j'ai même découvert des chaînes Booktube que je ne connaissais pas. Voilà pour cette vidéo un peu bilan qui est partie dans tous les sens. Je serais ravi d'échanger avec vous au sujet de tout et n'importe quoi, que ce soit ma vie personnelle, mes lectures, YouTube, les services de presse, le Shiny Spring Challenge, dans l'espace commentaire, avec le plus grand des plaisirs. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Si tu as envie de la faire voyager, tu peux la partager. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Je te souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.